Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans les grandes gueules, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de Espace TV, mais aussi de la 99.7. L'objectif que nous nous fixons chaque matin, c'est de partager l'information avec vous. Vous pouvez nous suivre sur nos radios relais sur la 99 dans la région de Kankan, Zali FM pour la région forestière, Kanyazik pour Kindia et la 99.7 dans la région de Bokeh. Le gouvernement guinéen fait face à une nouvelle vague de protestations dans le secteur des BTP avec l'Union générale des travailleurs de Guinée UGTG qui a déclenché un mouvement de grève depuis le 9 février. Plusieurs points meublent leur plateforme de revendication. Il s'agit entre autres de la mauvaise gestion des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, la mauvaise réglementation de la sous-traitance, l'indifférence de l'État face aux accidents enregistrés dans le secteur des BTP. Ils réclament aussi l'audit de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la régulation des travailleurs de Moulins d'Afrique, de GI Ciment, d'IWE Sécurité, arbitrairement licenciés. Pour en parler, nous recevrons dans cette émission Aboubakar Sidiki Mara. Il est secrétaire général de l'UGTG. Les violences post-électorales ont levé un coin de voile une fois encore sur les risques d'embrasement qu'encourt la Guinée. Ces risques qui trouvent leur fondement dans l'ethnicisation de la politique. Moins d'une semaine de violence, 7 morts. Les appels au calme se sont multipliés. Ils se poursuivent à suivre la réaction de la diaspora à travers El Hadj Djeliba Diaby. Lui, il est ambassadeur de la paix et on le joindra au téléphone. Il y a aussi un dossier d'enquête, une affaire de stockage d'engins de terrassement minier qui oppose deux sociétés de la place, en l'occurrence Ama Guinée et NRW. Ce dossier jugé en première instance, puis devant la cour d'appel, a condamné la société africaine maritime Agency Ama Guinée au paiement de 500 millions de francs guinéens au profit de la société NRW Guinée-Sal pour le préjudice confondu. Pourquoi ce arrêt de la cour d'appel n'est pas exécuté? Qui tire les ficelles? Nous aurons pour répondant dans ce studio Maître Sansi Kamano, avocat à la requérante. Toastmaster International, cette association à but non lucratif international, depuis 1924, a aidé des centaines de milliers de personnes à acquérir la confiance nécessaire pour prendre la parole en public et affiner leur leadership à travers une méthode mondialement reconnue. Avec sa représentation guinéenne, qu'est-ce qui est fait en Guinée? Mamadi Sissé, directeur secteur 25, sera avec nous. Bienvenue, mes chers collègues. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bassekou, bonjour. Roby, bonjour. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Roby, bonjour à tous. Jacques, bonjour. Bonjour Roby. Bonjour Antoine. Bonjour Roby, le nouvel animateur. J'aimerais commencer par ce sujet qui me taraude. Les grandes gueules. Du côté de l'église Winner-Chapelle, on se souvient qu'il y avait eu un viol sur mineur récemment avec 2 enseignants, on l'a rappelé dans cette émission. Aujourd'hui, le constat qui est fait est alarmant puisque le dossier a du mal à progresser. Oumar Diallo, l'un des présumés violeurs de la jeune fille, avait été mis aux arrêts. Le deuxième, Pascal Bangoura, jusque-là est introuvable. Et le père de la jeune fille nous a interpellés. Il dit avoir saisi le ministère de l'enseignement préuniversitaire, d'autres départements ministériels afin qu'on lui vienne en aide pour que sa fille, qu'on puisse lui apporter une aide. Mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait et le département de l'enseignement préuniversitaire, de qui relève bien sûr de telles situations, jusque-là, reste silencieux, alors que la jeune fille regarde des constats effectués par les médecins. Je ne dirais pas qu'elle est détruite, mais à ce jour, elle a du mal à se retrouver et son père nous apprend qu'elle fait des cauchemars. Il a été contraint de la faire transférer de cette école à une autre. Et ce que nous constatons, c'est que dans cette école dans laquelle a eu lieu ce drame, je vais l'appeler comme cela, jusque-là continue de fonctionner. Comment se fait-il qu'après un viol sur mineur dans une école, même si on a mis aux arrêts l'un des présumés auteurs du viol, c'est important tout de même que les autorités saisies par le père de la victime
se lève pour agir dans ce dossier-là. Parce qu'il s'agit tout de même d'un viol sur mineur qui n'est pas une chose moindre. Donc, à mon avis, si jusqu'à ce jour, les autorités restent silencieuses, j'estime qu'il y a un silence qui pour moi est coupable. C'est important d'agir dans ce dossier-là parce que jusque-là, la jeune fille, on nous apprend qu'elle subit assez de choses qui ne sont pas très catholiques. Alors, on compatit, évidemment. Oui, Mohamed Mara, vous voulez dire il y a juste un aspect que moi j'aimerais relever, c'est que quand Antoine dit qu'il est étonné que cette école soit encore fonctionnelle, qu'elle soit encore ouverte, j'aimerais dire que la responsabilité pénale, elle est personnelle. Ce qui s'est passé du côté, et attention, c'est pas de l'église, mais plutôt de l'école appartenant. Oui, mais c'est différent. Non, c'est très différent. C'est géré par l'église. C'est important. Attendez, l'école est gérée par l'église. Ce n'est pas une église, une école. Pour preuve, l'école n'est pas religieuse en Guinée. L'école est laïque. Voilà, pour ton information. Donc, tous les enfants qui sont dans cette école ne sont pas des enfants des fidèles de cette église. Grandes gueules. Donc, c'est important de préciser cela. Et de l'autre côté... Détacher les éléments. Justement, c'est important. De l'autre côté, je pense aujourd'hui que ce que, par exemple, nous devrions faire, nous autres médias, c'est d'aller plus profondément sur ce dossier. C'est essayer de comprendre exactement, d'abord de nous mettre, si vous voulez, en rapport avec la justice pour savoir où en est-on avec le dossier. Parce que c'est un dossier criminel. Les dossiers criminels, généralement, avancent plus lentement que les autres. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, moi, je ne veux pas aller dans de la polémique. Mais il y a une chose qui retient mon attention. Ce n'est pas ce sujet, Roby, je vais faire l'indiscipliné. Mais vous avez suivi hier le Conseil des ministres. Tout le monde laisse oui, ça me brûlait la langue. Vous avez suivi hier le Conseil des ministres. Non, moi, je n'ai pas suivi. Alors, regardez, le 13 décembre dernier, réellement, le président a lancé la campagne avant l'heure pour les communales. Vous avez tous suivi le transport à grands frais de l'ensemble de l'administration guinéenne vers la préfecture de Kankan. Le pays est resté paralysé pendant quasiment 2 mois. Pendant 3 semaines, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Et qu'est-ce qui se fait? En 1 semaine, il y a eu 2 conseils des ministres au cours desquels on n'a parlé ni des violences post-électorales qui secouent le pays, des violences à caractère communautaire par endroit qui secouent notre pays, ni de la grève qui paralyse le système éducatif guinéen en ce moment. Personne ne peut nous dire que cette grève-là n'est pas en train de paralyser le pays. Je suis passé ce matin devant des universités genre Roi Mohamed VI et d'autres écoles, les Titi Camara et autres. Mais partout, vous ne voyez pas âme qui vivent. Alors, qu'on n'en parle pas en Conseil des ministres démontre 2 choses. Un, que l'intérêt, si vous voulez, ce qui retient l'attention du chef de l'État, c'est tout sauf, si vous voulez, les questions essentielles pour nos autres populations. Parce que je ne comprends pas ce mépris-là. 2, peut-être qu'on ne peut pas discuter des vraies questions en conseil de gouvernement parce que simplement, devant tous les ministres, parce qu'il y a peut-être des ministres qui sont devenus gênants et que certaines questions, par exemple, d'ordre sécuritaire, d'ordre politico-politique, on préfère les traiter en conseil restreint et par petits groupes de ministres. Ça veut dire alors qu'il y a un malaise au sein du gouvernement qui les empêche aujourd'hui de parler des choses essentielles. Il y a un mot d'ordre de grève, ne l'oubliez pas, qui vise également le lundi à venir. D'une autre plateforme syndicale. Tout ça, on n'en parle pas en Conseil des ministres, mais on parle d'une saisie, c'est pas de 3 kg de cocaïne du côté de l'aéroport international de Bessia. Mon œil, je ne sais pas qu'est-ce qui fait courir notre gouvernement. À part aujourd'hui l'argent, j'ai l'impression que le Guinéen est on laissé pour compte. Et ça me désole et me révolte en même temps. Très bien, des grandes gueules. Alors, Jacques Lévaleno, l'autre événement majeur sur le continent, c'est la démission du président sud-africain, de l'ex-président sud-africain désormais, Jacob Zuma, est remplacé immédiatement par Cyril Ramaphosa. Oui, donc son vice-président, c'est très distant de nous, mais ce qui se passe en Afrique du Sud donne quand même un message. Selon vous, ça devrait faire tache d'huile en Afrique? Ça devrait faire tache d'huile, je crois qu'il y a un message. C'est 2 fois ça se fait de la même manière. 2 successeurs de Nelson Mandela, donc poussés à la sortie de la même manière. Les raisons ne sont pas les mêmes parce que Thabo Mbeki aussi avait été poussé à la sortie par Jacob Zuma qui était donc devenu d'abord son vice-président, ensuite président de l'ANC. Maintenant, pour Jacob Zuma, nous le savons très bien, c'est pour des faits de corruption. Et la corruption en Afrique, je crois, c'est une réalité. Dans tous les États, vous entendez les chefs d'État, mais également leurs ministres qui traînent des casseroles, mais jamais
on a cette volonté de la part non seulement du pouvoir judiciaire, mais également du pouvoir législatif de pousser, n'est-ce pas, le chef de l'exécutif à la sortie. Donc du côté de l'Afrique du Sud, nous avons aujourd'hui quelque chose en face, c'est que les institutions fonctionnent. Les institutions fonctionnent normalement. C'est un bel exemple, selon vous? Et oui, un bel exemple. Maintenant, ce qu'il faut ajouter à cela, c'est le courage de ce parti, quand même, ce grand parti qui, bien sûr que certains analystes disent, c'est pour la présidentielle 2019 qu'on est en train de faire tout cela, il faut soigner l'image du parti. Mais puisque c'est pour une seconde fois que ça se fait, c'est que le parti ne veut pas regarder seulement en son sein. Le parti regarde aussi les autres Sud-Africains. Les grandes gueules. Si aujourd'hui en Afrique du Sud on parle de la misère, il y a encore les Noirs qui restent pauvres, même si le pays lui-même est la première puissance du continent, théoriquement, comme on le dit. Alors il y a que ces préoccupations des citoyens sont prises en compte par le parti. Je pense que c'est ce qui motive davantage les cadres de l'ANC à moraliser, n'est-ce pas, la gestion du pays et par ricochet la gestion du parti. C'est l'exemple, ça devrait inspirer les formations politiques qui ont leur président au pouvoir en Afrique. Par exemple, quand je prends pour le cas, oui, je vais terminer. Les systèmes politiques ne sont pas les mêmes, hein, Jacques. Oui, il y a un problème de système. Oui, voilà. Les systèmes politiques peuvent ne pas être les mêmes. Ouais. Mais je pense que en Afrique du Sud, en termes de formation politique, moi, je vais dire très simple, parce que ça, ce n'est pas une question de système politique forcément. Par exemple, quand vous prenez la Guinée, qu'est-ce qui empêche au RPG de changer le président du parti? Non, mais le RPG... Attention, le RPG... Non, c'est un parti politique. Oui, mais le RPG ne peut pas appeler à la démission du président. Non, c'est pas appelé à la démission du président Alpha Condé à la tête du pays, voilà. Mais à la démission à la tête du parti. Le RPG. Qu'est-ce qui l'empêche? Et ça se passe partout. Je pense que tant que le président est à la tête du pays, on continue à le considérer comme le chef suprême du parti. Je pense que ce qui a pu marcher en Afrique du Sud, c'est parce que Jacob Zuma n'est pas chef suprême de l'ANC. C'est cela le problème. C'est pourquoi, bien évidemment, il y a eu cette pression-là. Mais Maf, est-ce que, au regard de la situation politique en Afrique du Sud, est-ce que de Jacob Zuma, de Nelson Mandela en passant par Thabo Mbeki jusqu'à Jacob Zuma, il n'y a aucun d'entre eux n'a vraiment réussi à incarner la grande personnalité de Nelson Mandela? Ça peut être aussi la faiblesse. Hein? On ne va pas chercher à incarner la grandeur de Nelson Mandela, ça lui est propre. Il y aura peut-être quelqu'un qui fera plus que lui ou bien moins que lui, mais la personne fera quelque chose pour l'Afrique du Sud et ça c'est important. Alors quand on parle de système politique, on peut trouver 1000 raisons dans ce système politique et donner 1000 explications et passer par 1000 chemins. Mais ce qui est important dans ce schéma, c'est qu'on a quand même une administration politique qui fonctionne, les institutions qui fonctionnent et c'est justement ce qui nous intéresse dans cette émission. On a aujourd'hui Jacob Zuma qui est parti. On se rappellera de ce scandale lorsqu'il a utilisé l'argent public pour construire sa propre maison. Les Sud-Africains se sont levés. Ils ont dit non, la justice s'est intéressée au dossier. Et finalement, le monsieur, petit à petit, il a remboursé. Ce qui veut dire que le pays, d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Moi, ce que je veux dire, pourquoi on en parle ici, c'est important chez nous parce qu'on a l'impression des fois... Quand on prend nos différentes formations politiques aujourd'hui, on prend l'UFDG, on prend l'UFR, on prend le RPG Arc-en-Ciel. Ce sont des partis, quand on les regarde, on a l'impression qu'il n'y a que Sidia Touré, on a l'impression qu'il n'y a que Cellou Dalein Diallo, on a l'impression qu'il n'y a que Alpha Condé. Pour preuve, Alpha Condé, il est aujourd'hui le chef de l'État et normalement, il ne doit plus être le président du RPG Arc-en-Ciel. Mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est tout à fait autre. Donc, si tu veux, c'est des dysfonctionnements qui ne peuvent pas permettre, si on veut, dans un pays, à un parti de se départir et même d'écarter son président ou bien de désavouer son président. Les grandes gueules. Ce n'est pas pour dire aux gens du RPG Arc-en-Ciel de prendre, je ne sais pas, une décision contre Alpha. Ce que je veux dire, c'est la forme qui devrait se présenter lorsqu'on a un pays qui fonctionne normalement. Normalement, Jacob Zuma, il a fait des choses qui n'ont pas plu à toute la nation, mais d'abord à son parti. On a pris les mesures qui allaient. L'Afrique du Sud n'est pas la Guinée, Mafoudia. On ne parle pas de ce qui est dit par-ci, par-là, par les militants du RPG Arc-en-Ciel. On parle de ce qui devrait se présenter aujourd'hui à toutes les formations politiques pour une meilleure gouvernance dans un pays. C'est de cela nous parlons. Très bien, Mafoudia. Alors, Basekou, toutes les formations politiques en Afrique du Sud ne sont pas d'accord avec la méthode. Hein. On a vu Julius Malema, le très
bouillant opposant qui fait du bruit au Parlement, qui ont boudé hier l'Assemblée, et ils ne sont pas d'accord à travers la méthode qui a été utilisée par l'ANC. Bien, je lisais un article sur RFI où on dit que le président Jacob Zuma, il avait au total plus de 700 dossiers de corruption sur son dos. Et jamais une action en justice n'a été intentée contre lui pour savoir... Jamais un président sud-africain n'a été autant contesté. Autant contesté de malversation financière. D'accointance avec la famille Burka, effectivement, la famille riche Burka, effectivement, qui influençait ses décisions politiques. Absolument. Le problème est que en Afrique du Sud, il faut reconnaître que c'est la démocratie qui a triomphé. C'est un parti politique, l'ANC, aujourd'hui qui a pris ses responsabilités parce que le parti a considéré qu'il y a... le président est en train d'évoluer sur un chemin qui n'est pas en réalité la voie qui est tracée par l'ANC. Et c'est un parti qui veut continuer à gérer le pouvoir. Et puisque les sorties de Jacob Zuma, les actes qu'il a posés sont de nature, parce que vous vous rappelez très bien que les municipales en 2016, les élections municipales en 2016, l'ANC l'avait perdu. Et donc ça avait amené les Sud-Africains à se poser énormément de questions sur les acquis de la gouvernance du président Jacob Zuma. Maintenant, quel enseignement qu'il faut tirer de ça? Je pense qu'il faut avoir en Afrique des partis politiques qui sont de véritables institutions, qui ne reposent pas sur la tête sur des personnes, et que les partis politiques là soient suffisamment forts, soient suffisamment responsables pour interpeller le président d'un parti politique qui n'assume pas ses responsabilités et qu'on puisse vraiment le pousser à la démission, qu'on puisse le pousser à la sortie si les attentes de la population ne sont pas complètes. Maintenant, du côté de la Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons aujourd'hui plusieurs formations politiques qui, en réalité, qui se résument à leur président. Je vais parler du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFDG, de l'UFR. Je pense que cette méthode de fonctionnement de nos partis politiques doit absolument changer parce qu'on a l'impression que les plus gros financements de ces partis politiques-là, ce sont ces personnalités qui le font. Et quand c'est comme ça, comment voulez-vous que vous ayez au sein d'un parti politique, disons, des voix discordantes qui puissent s'opposer à des décisions qui sont prises ou à des actes qui sont posés par le président du parti. Donc encore une fois, il faut évoluer. C'est la démocratie qui a triomphé du côté de l'Afrique du Sud. Et je pense que d'autres présidents africains aujourd'hui sont déjà avertis. Si c'est le cas, eh bien, je pense que leur formation politique de base pourrait en tirer toutes les leçons ou disons toutes les conséquences. Alors Mohamed Mara, comment faire aujourd'hui pour extirper cette notion du Dieu leader dans nos différentes formations politiques, comme l'ont dit nos collègues? D'abord par la législation, par une législation sérieuse et par des institutions fortes. Ça commence par là. Mais ce qui, j'aimerais quand même préciser que Jacob Zuma n'a pas plus de 700 dossiers, mais plutôt 783 chefs d'inculpation dans un même dossier. Il y a un second dossier en ce moment d'ailleurs qui est en train aussi de germer, ce qui laisse quand même penser qu'il va avoir une retraite des plus tumultueuses. Difficile. Absolument. Il devra certainement rendre visite à monsieur le juge très longtemps encore. Maintenant, y a-t-il des chances qu'il croupisse en prison? Pas impossible. Ce n'est pas impossible. N'oublions pas que le système, si vous voulez, parlementaire qu'on voit en Afrique du Sud, déjà autorise ce qu'on appelle l'impeachment. C'est un système mixte qui permet l'impeachment. La plupart des chefs d'inculpation qui sont contre lui sont quand même avérés. Oui, mais justement, mais il faut laisser, parce que ne l'oubliez pas, le monsieur, c'est un ancien président aujourd'hui, mais qui quand même est puissant, donc il va s'entourer, si vous voulez, d'un vrai bataillon d'avocats. Parce qu'il ne suffit pas parfois de démontrer, mais parfois en justice, vous savez que c'est un peu plus nuancé que cela. Mais personnellement, je vois un peu mal comment il pourrait échapper. L'Afrique du Sud, ne l'oubliez pas, a fait condamner quand même une personnalité mondialement reconnue. Un champion du monde, notamment un athlète, et dans un procès retentissant. Je pense que c'est le genre de signal qu'on envoie. L'Afrique du Sud a désavoué une ancienne première dame, même si elle n'a pas été jugée, mais son passage devant la commission Vérité et Réconciliation, notamment l'ancienne femme de Nelson Mandela, Winnie, elle a été désavouée et tout le monde sait que depuis là, Winnie, elle ne s'est jamais relevée, si vous voulez, de son passage devant cette commission Vérité et Réconciliation. Donc, il y a des signaux, mais attention, il faudrait en tenir compte
de l'évolution de la société sud-africaine, de sa composition. Parce que moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est en train aussi d'assister de l'autre côté à une sorte de tyrannie de l'ANC qui, grosso modo, globalement, est un parti de Noirs. Les Noirs, tout le monde sait, c'est une société multiraciale, mais qui domine sérieusement en termes de démographie. C'est important. Il y a quand même le jeune Julius Malema qui se détache qui est un dissident, ne l'oubliez pas, bien sûr. Qui est anciennement président du congrès des jeunes de l'ANC. Donc aujourd'hui, ça commence quand même à bouger de ce côté-là. Maintenant, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a un renouvellement de la classe politique, d'abord à commencer au sein de l'ANC. Donc il y a un discours, si vous voulez, l'ancienne génération, celle des Thabo Mbeki, plutôt des Ngoran Mbeki, père de Thabo Mbeki, celle des Nelson Mandela, elle est partie. Aujourd'hui, et il y a la seconde génération maintenant, celle du président, qui est aussi en train de s'en aller. Il y a ce facteur, il y a le système politique, vous avez raison de souligner cela. Ce qu'on a vu en Afrique du Sud est possible dans ce type de système. Chez nous, on ne peut même pas, si vous voulez, même... Vous avez vu ici comment le président, il bloque par exemple la mise en place de la haute cour de justice, qui seul est habilité à le juger, lui, le Premier ministre et les ministres. Donc, si vous voulez, le système que nous avons semble verrouillé. C'est un régime à la limite présidentialiste que nous avons dans notre pays. Le système. Tu auras la parole tout à l'heure. On va passer la parole à... Là, on n'a pas voulu que j'interfère dans ce Antoine Kourouma, finalement, qui a la parole. Là, justement, enfin, j'ai la parole. Ce que je veux dire juste, c'est qu'il ne faut pas forcément transposer l'expérience sud-africaine en Guinée. Pour le cas de la Guinée, c'est très complexe. Comment est-ce que vous voulez qu'un parti qui dépend d'une seule personne, de façon financière, qu'on puisse le remplacer comme cela? À l'UFR, c'est Sidya Touré qui dépense pour le parti. On le sait tous. Au PDN, c'est Lansana Kouyaté. À l'UFDG, c'est plus ou moins Cellou-Dalein Diallo parce qu'il y a des contributions, je l'apprends. Au RPG, avant qu'Alpha Condé ne soit au pouvoir, c'était pratiquement lui qui finançait pour le parti. Donc, à mon avis, il est compliqué de remplacer une personne. De qui vous dépendez? Regardez le cas de l'UPG de Jean-Marie Doré. Lorsqu'il est décédé, comment est-ce que son remplacement a été fait? Est-ce que l'UPG vit encore? On va me dire que oui, maître, comment il s'appelle, l'huissier de justice, Matos me dit qu'il a remplacé Jean-Marie Doré. Mais de quelle manière? Est-ce que celui-ci a la voix au chapitre? J'ai dit non. Est-ce qu'il incarne le charisme de Jean-Marie Doré, l'éloquence de ce dernier-là? Est-ce que l'UPG de l'ancienne époque et celui d'aujourd'hui sont les mêmes? J'ai dit non, parce qu'à l'époque, Jean-Marie Doré était l'omniprésent, l'omniscient, l'homme le plus... c'était pratiquement lui qui faisait tout au sein du parti. Et donc, à mon avis, il est important que le débat soit soulevé, qu'au sein des partis, qu'on essaie de revoir la façon de fonctionner des partis politiques. C'est important. Alors dans ce cas, parle de la bonne manière de fonctionner au lieu de revenir sur ce dysfonctionnement. Nous savons que c'est comme ça que ça fonctionne et ça ne devrait pas être. C'est pourquoi nous prenons l'exemple. Eh bien, parle-nous de ceci. Non, pas besoin de nous dire aujourd'hui que d'Alain qui finance. Nous savons qu'il y a un dysfonctionnement. Et bien qu'encore une fois, qu'on vient de le dire, Mara, par rapport à cette cour... cette cour constitutionnelle de justice qui doit juger le président, et bien qu'on aille vers la mise en place de ces institutions. Rien ne nous empêche. N'encourageons pas donc ce dysfonctionnement et ne pensons pas que la Guinée est exceptionnelle par rapport à d'autres pays. Et bien qu'on y aille. On n'est pris par le temps, on va passer à notre deuxième sujet à brosser. Les réseaux sociaux, une arme de désinformation massive entre les mains de nos politiques. Mafouya Bangoura, si le temps nous permet, on va appeler Abdoul Diallo du côté de Bruxelles qui est à l'Union européenne pour qu'il nous donne son avis. Selon vous, ici autour de la table, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle important dans la désinformation. Hier, je lisais sur Facebook une information qui disait que 325 millions de dollars avaient été volés dans une mallette du côté de la présidence. Langue prise à la présidence, démenti total. Selon vous, aujourd'hui, on fabrique des informations qui ne devraient pas l'être sur les réseaux sociaux. Les grandes gueules. Bah, c'est cool. En réalité, c'est devenu dangereux. Oui, de la désinformation, de la désintoxication, c'est ce qu'on fait. On n'informe pas les gens. Et ce qui est grave de fois, ce sont des gens dont vous n'avez aucune idée de leur identité, qui sont de l'autre côté et qui procèdent à des manipulations de l'information, qui manipulent les masses médias. Je pense que les autorités guinéennes doivent prendre leurs responsabilités. On apprend qu'il y a une agence nationale du système informatique qui relève de l'ARPT, logiquement, qui devrait prendre
des dispositions. Mais dans le cadre de l'information sur la mallette de la présidence, qui est complètement une fausse information, que fait le service de communication de la présidence qui devrait rebondir. Justement, j'en viens. Justement, et quand de telles informations tombent, d'abord il y a un service compétent qui en réalité doit réagir et ensuite qui doit porter plainte devant les cours ou tribunaux pour arrêter de telles manipulations de l'information. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de manipulations. Vous l'avez même constaté que depuis la tenue des élections locales en Guinée, et vous conviendrez avec moi, Roby, qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent des propos d'incitation à la haine, à la violence, et ce sont des actes qui sont impunis. Rien n'est fait. Et pendant ce temps... On a Abdoul Diallo du côté de Bruxelles, Abdoul Diallo du côté de l'Union européenne qui va réagir à ce sujet. Abdoul Diallo, bonjour. Bonjour, Roby. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci pour l'invitation. Alors, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la désinformation des jeunes en Guinée et à travers le monde aujourd'hui. Vous qui êtes du côté du Parlement européen, qui êtes aussi jeune, qui êtes un acteur majeur dans la politique, quel regard avez-vous par rapport à cette situation ? Écoutez, je crois que c'est une problématique qui est très très importante, dans la mesure où on a vu que c'est pas seulement en Guinée, mais aussi dans les pays occidentaux, on a vu comment les fake news, comme on le dit, en Amérique a pu faire basculer une élection. On a vu même en France, où Macron avait annoncé qu'une loi devait être mise en place contre ce qu'on appelle les fake news. Je crois que c'est un phénomène que malheureusement on ne peut pas contrôler parce que les gens sont derrière leur PC en train d'envoyer des informations qui s'avèrent fausses, pour déstabiliser donc les situations dans les différents pays. Pour la Guinée, je pense que vous, en tant qu'homme de médias, je pense que vous devez prendre aussi votre responsabilité par rapport à la sensibilisation pour que les gens puissent se rendre compte que les conséquences de ces fausses informations sont néfastes non seulement pour les personnes elles-mêmes, mais pour la nation guinéenne. D'autant plus que nous sommes dans un pays qui est très très fragile sur le plan social, sur le plan de la paix. Donc nous sommes tous des acteurs qui devons prendre nos responsabilités et sensibiliser les gens parce que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notamment les jeunes. Je pense que les jeunes doivent s'unir, oui. Mais il se trouve que dans les pays occidentaux, notamment même dans certains pays asiatiques comme la Chine, ils arrivent quand même à contrôler les réseaux sociaux. Selon vous, aujourd'hui, l'Afrique a un peu péché dans ce domaine ? Non, mais on ne peut pas comparer la situation en Chine avec les autres parties du monde. En Chine, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, le contrôle s'est fait par la limitation d'accès aux réseaux sociaux aux citoyens. Mais c'est possible, hein ? Oui, tout à fait, c'est possible en Guinée, mais je ne pense pas que c'est cela la chose qu'il faut faire. Je pense que les gens doivent avoir la liberté de pouvoir communiquer ce qu'ils veulent, mais il est de notre responsabilité tous, les acteurs politiques, les médias, les citoyens, de sensibiliser les gens aux conséquences néfastes de cela. Donc il faut que... je ne pense pas que c'est en limitant la possibilité ou le choix aux gens qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. Je pense qu'il est important que les gens soient sensibilisés, que les gens soient responsabilisés. C'est cela la solution. Il faut commencer par les campagnes dans les écoles. Il faut commencer par les campagnes dans les maisons de jeunesse, dans les médias. Tout le monde est impliqué, mais je ne pense pas qu'il faut une loi qui limite. Et puis après, les gens ne sont pas dupes. Hein. Les gens savent que certaines informations sont fausses, mais ces gens les utilisent quand même parce que ça les arrange d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il faut essayer de combattre, notamment dans l'espace politique. Merci Abdoul d'être intervenu chez nous ce matin. Je rappelle que vous êtes à l'Union européenne et merci beaucoup d'être intervenu chez nous ce matin. Merci beaucoup au Gueulard. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.